De Bamako à Kinshasa en passant par Lomé à Abidjan, fidèles téléspectateurs, où que vous soyez, recevez notre bonjour matinal depuis ce plateau central de votre chaîne panafricaine d'information For You Media Africa. Une fois de plus, nous sommes heureux de vous savoir des nôtres pour entamer avec vous la journée dans le cadre de ce programme, votre matinal For You Matin, une matinale, on le rappelle, informative car elle vous permet d'être informé, elle vous permet également d'être édifié sur des sujets qui concernent l'actualité africaine. Les rubriques restent les mêmes à la revue de presse, mais également la balade dans l'univers culturel et ces moments tant prisés, à savoir les moments d'échange, de partage autour de thématiques essentielles. Et pour ce qui est de la thématique de ce mardi, nous serons du côté de Bruxelles, en Belgique, où une vente aux enchères, pas comme les autres, crée la polémique. 3 crânes humains datant de l'époque coloniale ont été mis aux enchères du côté de Bruxelles. En effet, l'hôtel de vente de Vanderkinder à Bruxelles a mis en exposition 3 crânes de personnes tuées durant la période coloniale, lors de la période de l'État indépendant du Congo. La colonie que s'était adjugée Léopold II au terme des accords de Berlin survenus en 1885. Alors, au cœur de la polémique, une question: peut-on monétiser les restes humains? Les personnes qui nous permettront d'être édifiées autour de cette thématique ne sont autres qu'Armel, Dr Amel Sango, qui est déjà des nôtres. Bonjour. Bonjour Michel, et fier d'être là encore ce matin pour l'analyse des thématiques panafricaines. Alors, nous aurons également la présence par Zoom de Madame Kouablan. Elle se trouve du côté de Bruxelles. C'est une activiste panafricaniste. En attendant donc de ce côté, qu'elle se connecte également de ce côté, permettez-nous d'abord de souffler un peu avec ces tranches d'informations qui est une réalisation de la rédaction de For You Media. 139 personnes libérées après un mois et demi de détention suite aux manifestations organisées le 20 octobre contre le pouvoir, qui avait fait une 50aine de morts. Le pouvoir avait alors reconnu l'arrestation de 601 personnes en N'Djamena et leur transfert dans la prison de haute sécurité de Korotoro. Le second substitut du procureur de N'Djamena a annoncé leur libération le 11 décembre 2022. Conformément aux décisions qui ont été rendues par le tribunal de grande instance de N'Djamena, ces gens à l'audience foraine à Korotoro aujourd'hui, les 139 personnes sont ramenées en N'Djamena et sont munies de leur ordre de liberté définitive. Et dès cette instance, ils sont libres de regagner leur famille, a déclaré le second substitut du procureur de N'Djamena, Rachid Mahamad Alamine. 80 des 139 personnes ont écopé d'1 à 2 ans d'emprisonnement avec sursis. Les 59 autres ont été relaxés à l'issue de leur procès qui s'est tenu à huis clos fin novembre durant 4 jours sans avocat ni médias indépendants, dans le badge de Korotoro, à 600 km au nord-est de N'Djamena. Lors de ce même procès, 262 personnes ont été condamnées à des peines allant de 2 à 3 ans de prison ferme pour attroupement non autorisé, destruction de biens, incendie volontaire, violence et voies de fait troubles à l'ordre public. Il convient de rappeler que 265 personnes sont toujours détenues à Korotoro. Le Conseil de l'ordre des avocats demande qu'elles soient ramenées dans la capitale pour la procédure en appel. Soupçonné d'avoir assemblé et programmé une bombe ayant fait exploser le vol 103 de la Paname, Abou Agila Mohamed Bazou est placé sous détention par les autorités américaines de 7 anciens membres des services de renseignement de Mohamed Kadhafi. Il sera jugé par le tribunal de Washington. Jusqu'à présent, aucune précision n'a été donnée sur les circonstances entourant sa remise aux autorités américaines. En décembre 2020, 32 ans après le drame de Lord Kirby, la justice américaine avait annoncé poursuivre l'ancien membre des services de Kadhafi, détenu à cette époque en Libye. L'attentat avait visé un vol transatlantique reliant Londres à New York à bord de 159 passagers qui avaient trouvé la mort. L'enquête avait également été relancée en 2016 quand la justice américaine avait appris qu'Abou Agila Mohamed Bazou avait été arrêté après la chute de l'homme fort de Libye à cette époque.
L'ancien spécialiste en explosifs des services de renseignement du colonel Kadhafi est ainsi le 3e citoyen libyen à être poursuivi dans le cadre de cette enquête. En 2021, la justice écossaise avait rejeté l'appel formé par la famille de Al-Maghrahi, estimant qu'il n'y avait pas d'erreur judiciaire. La justice avait également balayé du revers de la main la défense de la famille du condamné, estimant que les documents liés à l'affaire que l'autorité britannique refuse de classifier avaient permis d'aboutir à un verdict différent. À Douala au Cameroun, l'acte 2 des Pan African Awards a débuté le 10 décembre 2022 et se poursuit jusqu'au 17 décembre. Un rendez-vous annuel réunissant les forces agissantes du combat panafricain pour repenser l'Afrique sous le prisme d'une conscientisation collective. Les Pan African Awards, c'est une action qui vise justement à fédérer les compétences, à fédérer les bonnes volontés, tous ceux et celles qui travaillent au rayonnement de l'Afrique, à la restauration de la vérité historique, à la réappropriation de notre authenticité culturelle en vue d'atteindre l'indépendance économique et la liberté politique que nous appelons de tous nos voeux. Et les Pan African Awards, loin d'être une démarche de concurrence ou de compétition, visent à encourager tous ceux qui, comme je l'ai dit déjà, travaillent au rayonnement de l'Afrique et tous ceux qui permettent que les Africains aient des consciences de plus en plus éveillées et sortent justement des carcans, des mensonges multiséculaires qui laissent croire que l'Afrique n'a rien apporté à l'histoire, n'a rien apporté à l'humanité. Exposition vente, dédicaces de livres, projections cinématographiques, conférences débats avec des panels divers et variés. L'une des grandes articulations de l'événement cette année, c'est la remise de prix comme clou du spectacle. Le deuxième élément, la deuxième articulation la plus importante de cet événement des Pan African Awards, ce sera la soirée du 16 décembre à partir de 20 h à la place Saint-David de Bonanjo. Et ce sera la grande soirée de récompense avec plus de 1500 invités attendus qui recevront des prix, non pas de façon folklorique, juste pour le fun ou pour les festivités, mais pour s'encourager mutuellement et faire en sorte que les Africains se souviennent que les héros des autres, les modèles des autres ne sont pas les leurs et que nous devons valoriser nos propres héros et avoir nos propres références selon le prisme de nos propres réalités et de nos priorités. Si l'éveil des consciences africaines est en sacerdoce pour ces combattants panafricains réunis à cet événement, il n'est nul doute qu'ils sonnent comme ville, sans une oreille attentive et donc un public qui est massivement entendu. L'actualité oblige, nous avons perdu un très grand homme, l'illustre et désormais regretté Kalala Omotunde, qui nous a quittés il y a quelques semaines et qui était un apôtre justement du travail d'éveil des consciences dans le monde. Nous le pleurons, mais nous sommes contents parce qu'il a légué, il nous lègue un héritage immense en termes au moins de littérature et bien plus. Et le 17 décembre 2022, ici à la maison du parti même, à partir de 15 h, il sera rendu un hommage vibrant à ce très grand homme, comme il le mérite, avec des témoignages, avec des scènes d'action traditionnelles, avec des condoléances, avec un livre qui sera ouvert à cet effet, et avec toutes sortes d'animations qui vont dans le sens d'accompagner notre frère dans cette autre dimension auprès de nos ancêtres méritants, pour lesquels on a une estime incommensurable et sur les pas desquels nous nous inscrivons en fait pour marcher et faire au moins aussi bien qu'eux. Qui arrêtera la Lion de l'Atlas dans une percée fulgurante, prestation exceptionnelle, résultat d'un travail de longue haleine sur la base d'une politique sportive ayant pour objectif de faire figurer le Maroc parmi les meilleurs du continent, voire du monde. Les autorités du football marocain, le roi Mohamed VI en tête, ont mis les moyens financiers et les infrastructures sportives adéquates à la disposition de leurs équipes, tant en championnat national qu'en compétition internationale. Non, ce n'est donc pas une surprise de voir le Maroc à ce stade de la compétition, surtout pour une équipe qui n'a plus rien à perdre, mais tout à gagner. Face à la France, championne du monde en titre, la meilleure défense de cette 22e édition de Coupe du monde de football peut une fois de plus compter sur son collectif humainement bon qui sait subir et qui rompt difficilement. Pour ce grand rendez-vous face au tenant du titre,
le Maroc pourrait compter sur le retour de Romain Saïs sorti sur blessure face au Portugal. Même si la participation de Naïf Aguiar n'est pas certaine, Walid Regragui peut une fois de plus compter sur l'état d'esprit irréprochable et la discipline tactique dont font preuve ses poulains pour espérer un résultat positif face aux Bleus. Autre atout majeur de poids de négliger sous aucun prétexte, mais surtout à mettre à l'actif des Lions de l'Atlas cette liesse qui se répand dans le monde arabe et sur le continent africain où les populations se sont rangées derrière le Maroc. La coordination des mouvements de l'Azawad réclame une réunion d'urgence avec l'ensemble de la médiation internationale et c'est dans un lieu neutre. Dans une lettre de son président Al-Bax Ag-Intala au ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamra, la CMA précise que l'objet de cette rencontre est l'examen définitif de la viabilité de l'accord d'Alger. Selon le mouvement, la mise en œuvre de cet accord signé en 2015 est au point mort. L'Est Rébellion, qui contrôle toujours la région de Kidal au nord-est du Mali, déplore le manque évident d'engagement de la part des principales parties, 7 ans après la signature du dit accord. Les différentes parties indexées pour leur manque d'engagement sont le Mali, l'Algérie, la communauté internationale. Parmi les engagements non respectés dans l'accord d'Alger et décriés par la CMA figure notamment la non-évolution du processus de démobilisation, désarmement et réinsertion devant permettre l'entrée au sein de l'armée régulière malienne des ex-rebelles. Autre élément évoqué, la gestion locale des régions. L'ex-rébellion, dans sa missive, condamne également ce qu'elle appelle les violations répétées des droits humains sur le terrain. Des bavures commises selon elle par les forces étatiques et leurs supplétifs de Wagner. L'accord d'Alger ne fit pas l'unanimité du côté de Bamako, mais pour la coordination des mouvements de l'Azawad, une mise en œuvre du dit accord est nécessaire pour éviter une rupture définitive. À première vue, il revient en grande forme. Absent depuis août de suite d'un accident vasculaire cérébral, le Premier ministre malien, 64 ans, reprend son poste. Il a d'ailleurs été accueilli chaleureusement à la primature. Le soutien les plus visibles ont été le président de la transition et vous-même. Lui et ses collaborateurs. Je disais bien les soutiens les plus visibles. Parce qu'il y a des millions de soutiens anonymes dans les mosquées les plus lointaines, dans les églises et paroisses les plus lointaines, dans les lieux de culte de tout genre. Ils ont prié. Je suis revenu à vous aujourd'hui grâce à Allah, grâce aux bénédictions de tout le monde, grâce à mon moral de fer qui a été entretenu par le président de la transition et ses collègues. Le colonel Abdoulaye Maïga, qui jusqu'ici comblait son absence, n'a pas manqué de saluer le personnel pour sa belle collaboration de ces derniers mois. Je vous assure que je suis agréablement surpris, je ne m'attendais pas du tout à un tel accueil. Je tiens vraiment à vous remercier pour ces 4 mois de période d'intérimaire qui ont été pour moi 4 mois de stage. Je dois être très honnête avec vous, j'ai énormément appris. Je pense que quelque part, si le gouvernement fonctionne, c'est grâce à des centaines de personnes invisibles qui sont à la primature que nous ne voyons pas beaucoup. Mais nous savons honnêtement que vous travaillez d'arrache-pied avec beaucoup d'abnégation. Je voudrais du fond du cœur vous remercier. Choguel Kokala Maïga avait été reçu le 25 novembre par le colonel Goïta et lui avait dit être apte à reprendre son poste. Cette rencontre avait nourri les conjectures sur le rétablissement de Choguel Kokala Maïga dans ses fonctions. Le décret lu dimanche soir nomme donc le colonel Maïga ministre d'État toujours en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation et appelé à assurer l'intérim du Premier ministre en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du poste. Les deux personnalités maliennes se sont donc retrouvées plus tard
dans un tête-à-tête, question d'échanger sur différents dossiers pendant plus d'une heure. Et s'en sont suivis de son directeur général du cabinet, de son directeur général du gouvernement, tous venus faire le point de l'avancement des différents dossiers à leur niveau. C'était dans la première tranche de cette matinale, qu'on le rappelle, informative. Nous allons continuer dans la même veine avec, dans quelques instants, la revue de presse qui nous sera présentée par Nguéni. Mais avant cela, on rappelle la thématique qui suivra juste après cette revue de presse. Nous allons nous intéresser à cette polémique au sujet de la vente aux enchères de restes humains datant de l'époque coloniale. Alors, cette question demeure. Peut-on monétiser les restes humains? En effet, pour le collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations, la réponse est claire, cette vente est scandaleuse, c'est comme si on tuait ces victimes de la colonisation une deuxième fois. Alors, on l'annonçait tantôt sur ce plateau, Nguéni est là pour la revue de la presse, on l'accueille après celui-ci. Bonjour Nguéni. Bonjour à vous, à Samzili, bonjour au docteur Sango qui est également des nôtres ce matin. Bonjour bien sûr à vos invités, je pense bien sûr à Madame Kloban qui ne tardera bien sûr pas à être des nôtres également dans le cadre de cette production de For You Batin. Alors la revue de presse de ce matin, nous la démarrons du côté de l'Afrique centrale, nous mettons le cap du côté de la République démocratique du Congo où les FARD, les forces armées de la République démocratique du Congo qui libèrent donc les otages de l'ADF, notamment dans la localité de Liremou ou encore de Béni. 12 otages au total, donc des ADF, ont été libérés par leurs ravisseurs la nuit de samedi à dimanche 11 décembre 2022, après des patrouilles de l'armée dans la forêt du groupement Banda Vilemba, dans la chefferie bien sûr de Walesou Vonkutu, territoire de Tiromo. Selon les sources sécuritaires, cette libération est le résultat des patrouilles des combats organisés par les forces armées de la région de Zuluka ou encore du Mont Oyo. On reste en République démocratique du Congo avec cette sortie de Christophe Lutundola, je cite, « Le destin des Congolais rwandophones ne se jouera jamais ailleurs qu'en République démocratique du Congo ». Fond de citation, les propos qui sont contenus dans le site d'information Le Potentiel ce matin. Nos confrères d'ailleurs nous font comprendre que le chef de la diplomatie congolaise a fait remarquer aux membres du Conseil de sécurité des Nations Unies que la solution des problèmes des citoyens congolais à quelques communautés qu'ils appartiennent relève de la compétence exclusive des institutions congolaises. Le vice-premier ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundola, a dans ce cadre souligné que le destin des Congolais dits rwandophones ne se jouera jamais ailleurs qu'en République démocratique du Congo, dont ils sont des nationaux. Les propos donc du chef de la diplomatie congolaise sont à retrouver ce matin dans le site d'information congolais Le Potentiel. Au Gabon ce matin, nos confrères de Gabon Review nous parlent de l'opposition face au défi de l'unité. Près d'une cinquantaine de partis de l'opposition, d'acteurs du changement et de leaders de la société civile se sont réunis hier lundi 12 décembre 2022 à Libreville sur invitation de la présidente de l'Union nationale, Paulette Missombo. La rencontre vise à sceller l'unité des forces acquises à l'alternance et au changement ainsi qu'à l'élaboration d'un projet rassembleur qui redonne confiance au peuple gabonais sur le plan collectif et bien sûr individuel. C'est une information à retrouver ce matin dans le site d'information Gabon Review. Gabon Review qui nous parle également du Gabon accusé de trucage électoral. La majorité se défend clairement. Membre de la majorité dont son défunt époux a été porte-parole, Anna Claudine Ayo, s'est ri d'ailleurs des accusations de fraude électorale porté le week-end écoulé par Mathieu Bomba, président de l'UPG, qu'elle présente comme un leader politique qui n'a jamais gagné une simple
élections locales. Une information donc à retrouver également ce matin dans le site d'information Gabon Review. Du côté du Tchad, un projet de loi portant création de l'agence d'administration des zones économiques spéciales a donc officiellement été adopté selon nos confrères du site d'information Tchad Info. L'adoption de la loi portant création d'une agence d'administration des zones économiques spéciales se justifie par la vocation incitative aux investisseurs pour organiser, programmer le développement, la promotion et la supervision des zones économiques spéciales. Pour le ministre de l'Industrie et du Commerce, Madame Waldom Robertine, les décideurs politiques à travers le ZES veulent attirer les investisseurs étrangers directs et améliorer la situation économique et sociale par l'amélioration des taux d'exportation et de création d'emplois. Tchad Info nous parle également ce matin de cet emprunt obligataire de 100 milliards de francs CFA qui a donc officiellement été lancé. Cet emprunt obligataire par appel public à l'épargne vise, selon le ministre des Finances, du Budget et des comptes publics, Tahir Hamid Guélan, a financé certains projets inscrits dans les lois de finances de 2022 et 2023. Pratiquement, cet emprunt sera orienté dans la construction des infrastructures économiques, électriques et solaires, selon bien sûr le site d'information Tchad Info ce matin. Au Cameroun, le sommet Afrique-États-Unis préoccupe nos confrères du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune ce matin. En une, transformation des ressources naturelles en Afrique. Le plaidoyer de Paul Biya au cours d'une table ronde en marche du sommet États-Unis-Afrique. Le président de la République a proposé hier la mise en place d'un marché africain des capitaux pour offrir des financements adaptés aux besoins de développement des pays du continent. Le chef de l'État prend part dès ce mardi d'ailleurs à Washington au sommet des leaders proprement dit aux côtés de ses pairs africains et du président américain Joe Biden. Le grand reportage ce matin est à retrouver de la page 2 à la page 4 du quotidien Cameroun Tribune. La même information est pratiquement relayée ce matin par le quotidien Mutation qui parle du sommet Afrique-États-Unis, le rêve américain, le sommet donc de Washington, vu surtout par Christopher Fomeyo, directeur du think tank American National Democratic Institute pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, à retrouver majoritairement ce matin en page 9 du quotidien Mutation. Le quotidien Le Jour de son côté nous parle du renouvellement des organes de base. Les exécutifs régionaux du Social Democratic Front ont donc été suspendus. Ces organes élus viennent d'être désavoués et remplacés par les coordonnateurs nommés par le comité exécutif national dans un climat de division qui fait craindre une éventuelle implosion au sein de ce parti politique de l'opposition. Une information bien sûr à retrouver ce matin en page 3 du quotidien Le Jour. On quitte l'Afrique centrale pour l'Afrique de l'Ouest. On démarre notre aventure du côté de la Guinée. Événement du 28 septembre, Dadis Camara accuse Alpha Condé et Sekouba Konaté. C'est une nouvelle bombe que vient donc de lancer le capitaine Dadis Camara à la barre le 12 décembre 2022. Jusque-là, personne n'avait fait des liens entre les événements du 28 septembre 2009 et l'ex-président Alpha Condé. C'est ce que Dadis Camara vient donc de faire. L'ancien chef de l'État dit que les événements du 28 septembre 2009 étaient un complot orchestré majoritairement par Alpha Condé et Sekouba Konaté, qui a été exécuté par le commandant Toumba Diakité. Les propos donc de Dadis Camara lors de ce jour d'audience du côté de Conakry à retrouver ce matin dans le site d'information Guinée News. Guinée News qui nous parle également de la traque des biens mal acquis. Le président de la CENTIF, dans le collimateur du ministre de la Justice, Charles Wright, à travers un communiqué parvenu d'ailleurs à nos confrères de Guinée News, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme instruit le parquet de Conakry d'engager des poursuites judiciaires contre Mamadi Sanfina Diakité, président de la cellule nationale de traitement des informations financières. Il est poursuivi pour des faits présumés de corruption. Le communiqué est à retrouver ce matin dans le site d'information Guinée News. Du côté du Burkina Faso, on revient ce matin sur la situation qui prévaut du côté de la Guinée avec nos confrères du site d'information burkinabé le pays. Massacre du 28
septembre 2009 en Guinée. Moussa Dadis Camara saura-t-il convaincre? Point d'interrogation dans le procès du massacre du 28 septembre qui se tient depuis septembre dernier du côté de Conakry, la capitale guinéenne. S'il y a une piste de parole qui était très attendue, c'est celle bien sûr du chef de l'État de l'époque au pouvoir au moment des faits, Moussa Dadis Camara. Les Guinéens veulent en effet savoir si c'est bien lui qui a lâché la meute de la soldadesse contre les militants de l'opposition rassemblés au stade du 28 septembre 2009 pour un meeting. C'est donc à cette question que le prévenu qui a comparu devant le tribunal le 12 décembre 2022 devait répondre. La première journée de l'audience d'ailleurs de Dadis Camara, à l'époque chef de l'État, a été retrouvé également ce matin chez nos confrères du site d'information burkinabé. Le pays qui nous parle également du sommet Afrique-États-Unis. Les sommets se suivent, mais le continent noir, lui, n'avance malheureusement pas, en ayant bien sûr un regard sur ce sommet qui s'ouvre ce 13 décembre du côté de Washington, qui ira d'ailleurs jusqu'au 15 décembre prochain. En Côte d'Ivoire, nos confrères de l'Avenir ce matin nous ramènent l'interview du ministre Jean-Luc Assi qui recadre le débat pratiquement après la visite du président du PPACI dans la mai. Ce dernier s'est d'ailleurs exprimé en ces termes, je cite, les Atié ont tourné la page Gbagbo, fin de citation. Il dit entre autres, les Atié ont donné le pouvoir à Gbagbo, qu'ont-ils reçu en retour? Aujourd'hui, nos parents savent apprécier le vrai de l'ivraie. L'AME se souviendra d'Alassane Ouattara pendant longtemps. Les propos tenus donc par ce ministre du gouvernement sont à retrouver ce matin, principalement dans le quotidien L'Avenir du côté de la Côte d'Ivoire. Le nouveau réveil de son côté nous parle des élections locales et présidentielles à venir. La CIE peut-elle garantir le vote, la protection du vote, le décompte transparent, le transport sécurisé, les résultats, les gros problèmes de cette commission électorale indépendante, revue donc ce matin par nos confrères du Nouveau Réveil, alors que Fraternité Matin de son côté nous parle de démocratie, bonne gouvernance, développement. Timioko Méliette Koné, c'est d'ailleurs illustré par ses propos du site. La Côte d'Ivoire est disposée à partager ses bonnes pratiques. Fin de citation. La MAEP salue le leadership du président Ouattara. Le vice-président, représentant du chef de l'État, a donc reçu hier le rapport pays du mécanisme africain d'évaluation, bien sûr, par ses pairs. Une sortie à retrouver ce matin du côté de la Côte d'Ivoire, principalement dans le journal Fraternité Matin. Du côté du Mali, nos confrères du site d'information MaliWeb nous parlent surtout du pays qui est le Mali et de la force de lutte contre les coups d'État quand la CEDEAO se trompe d'action prioritaire. Le 4 décembre 2022, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont examiné le cas du Mali, du Burkina Faso ou encore de la Guinée, où les militaires sont au pouvoir. Ils ont également annoncé la création d'une force censée lutter contre les coups d'État et le terrorisme, comme si l'espace communautaire est omnibulé par la préoccupation de lutter contre ces renversements de régime dont les causes sont pourtant bien connues jusqu'ici, relève ce matin nos confrères du site d'information MaliWeb. Malijet de son côté nous parle de l'ambassade des États-Unis au Mali avec la liberté d'expression en vedette lors de la journée des droits de l'homme. L'ambassade des États-Unis au Mali a donc célébré la journée internationale des droits de l'homme en organisant en fin de semaine dernière à l'ambassade une table ronde sur la liberté d'expression au Mali. C'était en présence de la chargée d'affaires de l'ambassade, des responsables des affaires politiques, des affaires publiques, de la communication. Les invités étaient des représentants de la Commission nationale des droits de l'homme, de Amnesty International Mali, de la division des droits de l'homme et de la protection de la MINUSMA, d'Interview et du réseau des médias des droits de l'homme. Une information amplement développée dans le site d'information Malijet. La revue de presse de ce mardi 13 décembre, on la termine du côté du Maghreb avec le Maroc, le site d'information le 360 ce matin qui nous parle du directeur de la télévision algérienne qui a donc
officiellement été limogé pour n'avoir pas passé sous silence le résultat du match Maroc-Portugal. Dimanche 11 décembre 2022, un changement brusque est donc intervenu à la direction générale de l'établissement public de la télévision algérienne. Ainsi, Mohamed Bouslimani, ministre algérien de la communication, a installé hier lundi d'ailleurs, en début de soirée, le journaliste Nadir Boukabès comme nouveau directeur général de la télévision nationale en remplacement bien sûr de Chaban Lounakel. Ce dernier a été brutalement limogé par les autorités qui lui reprochent d'avoir autorisé l'annonce au journal télévisé de samedi dernier en prime time, la qualification historique des Lions de l'Atlas du Maroc en demi-finale de la 22e édition de Coupe du Monde de football. Le 360 qui nous parle également ce matin de la localité de Kinetra avec des projets royaux en retard qui alertent donc le ministère de l'Intérieur. Il faut donc clairement le dire de ce côté, les projets ont clairement affiché, ou du moins affiche jusqu'ici un retard considérable. Une situation sur laquelle d'ailleurs le ministre de l'Intérieur devrait se pencher, du moins pour les prochains jours. Voilà donc ce qui était principalement prévu pour vous ce matin en termes de revue de presse. La principale information à retenir nous vient de la Guinée-Conakry avec le procès, bien sûr, du massacre du 28 septembre 2009 qui se poursuit. La sortie donc officielle de Dadis Camara. On se souvient que la semaine dernière, le procès avait été reporté pour cause de maladie. Dadis Camara se plaignait, bien sûr, de palu. Finalement, il est donc réapparu à la barre et il a pointé du doigt la responsabilité, du moins les responsabilités de l'ancien chef de l'État Alpha Condé. Ce serait donc ce dernier qui aurait orchestré ces massacres enregistrés ce jour-là. Le premier jour de l'audience de Dadis Camara vous est compté ce matin dans plusieurs sites d'information, en passant bien sûr par le site d'information guinéen, Guinée News. Nos confrères du site d'information burkinabé Wakatsira en ont également fait écho ce matin, comme d'ailleurs le site d'information burkinabé Le Pays. Nous reviendrons bien sûr sur cette actualité lors de nos prochaines sessions d'information sur les antennes de For You Media Africain. Entre-temps, bonne émission aux côtés bien sûr de Assam Zili et de ses invités. Merci à vous, Nguéné, pour cette revue de presse et toutes ces informations. Fidèles téléspectateurs que vous pouvez retrouver, bien sûr, en intégralité en visitant ces sites internet, autant pour moi, ou encore en achetant tout simplement ces journaux dans les points de vente. Alors, je retourne sur ce plateau avec vous, Dr Armel Sango, en attendant que notre deuxième invité du jour nous fasse signe du côté de la régie. On parle avec vous ce matin de cette vente qualifiée d'ignoble qui a eu lieu du côté de la Belgique. 3 crânes humains datant de l'époque coloniale ont été mis aux enchères. Alors, au cœur de cette polémique, de nombreuses dénonciations et surtout celles relatives à la monétisation des restes humains. Alors, votre avis déjà sur cette polémique? Je pense qu'on serait en droit de parler d'un revirement ou du moins d'un rétropédalage lorsqu'on sait qu'il s'agit de la Belgique. Parce que vous savez que il fut un temps, la Belgique a reconnu sa responsabilité concernant cette colonisation du côté de la RDC. On a vu comment le gouvernement belge s'était mobilisé et avait fait un communiqué pour reconnaître sa responsabilité sur la colonisation en RDC. Donc aujourd'hui, lorsqu'on voit cette nouvelle sortie, cette nouvelle communication autour de la vente des crânes des victimes de la colonisation par cette même Belgique, on se demande qu'est-ce qui n'a pas marché. On se demande ce qui ne va pas dans la tête de ces ex-colons. Donc moi, en tant qu'analyste, je perçois tout simplement ce communiqué-là ou cette annonce-là, si elle est avérée, comme tout simplement, comme tout simplement l'expression d'une criminalité infinissable. Parce qu'il faut le dire,
la colonisation a été, n'est-ce pas, le crime le plus abominable contre l'humanité. Et aujourd'hui, si les autorités belges se retrouvent en train de monétiser, de vendre les restes de ces victimes de la colonisation, je dis tout simplement que ils sont en train de tuer pour la deuxième fois ces victimes-là qui étaient innocents, qui n'ont rien demandé pour vivre, parce qu'il faut le dire, la colonisation n'a aucune cause objective, n'a aucune raison explicative objective. On ne peut pas accepter le fait qu'un peuple, fût-il fort, moderne, puisse, n'est-ce pas, dominer d'autres peuples par le simple fait que ce peuple-là regorge des richesses et des matières premières. Donc moi, je trouve tout simplement que c'est abominable, c'est condamnable avec la dernière énergie, et il est important d'interpeller la communauté internationale sur ce problème-là, parce que dans un contexte marqué par les droits de l'homme, par un contexte marqué par l'humanisation de la politique, on ne peut plus s'acheminer, on ne peut plus accepter ce genre de pratiques, ce genre d'actes. Le gouvernement belge gagnerait à se taire. Le gouvernement belge avait d'abord bien entrepris une première démarche qui consistait à reconnaître sa responsabilité et accompagner la RDC vers la consolation, vers la réparation. Lorsqu'on assiste aujourd'hui à ce revirement, à ce rétropédalage, pour moi, je vois tout simplement qu'il s'agit là d'une criminalité inouïe qui est inscrite dans les ADN même de ces peuples-là. Alors, on rappelle que ce lot qui a été donc mis aux enchères contenait en effet 3 crânes humains libellés comme tels, un crâne de Bangala anthropophage aux incisives taillées en pointe, un crâne du chef arabe Mouni Mouara tué par le sergent Kassa à Ougoy, c'était le 9 janvier 1893, et décoré d'un bijou frontal et un fragment de crâne collecté au figuier de la mort dans le village de Bombia, dans la province de Mongala, par le docteur Louis-Laurent. On aurait aimé avoir à l'image ces crânes humains, puisque c'est de ça que nous parlons sur ce plateau. Ces crânes humains donc qui ont fait l'objet d'exposition du côté de la Belgique. Alors Ahmed Sango, à la suite donc de cette information, des réactions se sont bien sûr fait entendre, et du côté de l'hôtel de vente de vendeurs d'Iker, voilà, la vente a été annulée. L'hôtel de vente a d'ailleurs tenu à s'excuser d'avoir proposé aux enchères un lot comprenant 3 crânes humains liés au passé colonial. Alors, est-ce qu'on peut dire que ces excuses étaient sincères, ou c'est tout simplement lié au tollé inimaginable par ces derniers, créés par la vente ignoble aux enchères de ces restes humains? Je pense que nous sommes déjà fatigués avec cette solution des excuses, d'accord? Cette solution des excuses où quelqu'un qui t'a fait du mal sort facilement pour te dire excuse, alors qu'il a déjà orchestré son forfait, alors que le forfait a déjà été fait. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, on ne devrait plus seulement s'arrêter aux simples excuses. Ça, c'est un acte qui devrait interpeller la communauté internationale, les Nations Unies et les États-Unis, qui se disent, pourquoi même pas l'UNESCO, qui se targuent quotidiennement d'être les acteurs des droits de l'homme. Je pense que cet acte-là ne devrait pas passer comme un épiphénomène. C'est un acte qui devrait, n'est-ce pas ici, interpeller tout le monde, à l'effet même de sanctionner ces acteurs-là. Donc, lorsqu'on s'arrête tout simplement aux excuses, et vous avez vu, le gouvernement belge à l'époque s'est excusé, mais on n'a pas vu les actions concrètes qui ont suivi. Donc, moi, je pense que ces excuses-là, généralement, ne sont pas sincères.
ces excuses-là ne sont pas généralement l'expression même d'un acte qu'on regrette, parce que généralement, lorsque tu poses un acte que tu regrettes fondamentalement et que tu demandes pardon, il y a souvent ce remords-là, il y a souvent cette attitude-là qu'on voit en toi. Mais la question que j'aimerais poser, est-ce que effectivement cet hôtel de vente mesure l'ampleur même de l'acte, ou mesure l'ampleur de l'acte, puisqu'on parle de reste humain? Et d'ailleurs, dans son communiqué, elle affirme ne pas cautionner les souffrances et les humiliations subies par les peuples victimes de ces actes coloniaux. Or, effectivement, ces crânes sont les crânes des personnes victimes, des personnes qui ont été tuées, qui ont été massacrées. Vous savez, lorsque les Belges, le gouvernement belge procède ainsi, parce qu'il faut parler du gouvernement belge, parce que c'est lui qui est, n'est-ce pas, ici, dépositaire de ces restes-là, procèdent ainsi, ils ne le font pas au hasard, ils le font à dessein. Parce qu'ils savent que le continent africain, c'est un continent qui est fondé sur une culture anthropologique bien solide. Vous savez que chez nous en Afrique, les morts ne sont pas morts. D'accord? Il y a souvent une liaison étroite entre les vivants et ceux qui sont considérés comme morts, c'est-à-dire les Africains aujourd'hui, quel que soit le pays, quelle que soit la culture, entretient une relation étroite avec ses ancêtres. C'est pour cela que vous allez voir que dans nos différents habitats, dans nos différentes habitations, vous allez vous rendre compte que vous pouvez arriver dans un village ou alors dans une localité en Afrique, voir une maison bâtie en terre et voir les tombes cimentées et voir les tombes bien construites. C'est parce que les Africains donnent encore du poids, les Africains donnent de la valeur à leurs morts, les Africains savent qu'en réalité, leurs morts ne sont pas morts. Donc lorsque les Occidentaux et fondamentalement le gouvernement belge procèdent aujourd'hui à la monétisation de ces crânes-là, c'est pour toucher le cœur culturel des Africains. C'est pour opprimer pour une seconde fois les Africains, c'est-à-dire c'est pour faire du mal aux Africains. Est-ce que, effectivement, ma question est la suivante, au-delà de l'aspect culturel que vous avez d'ailleurs bien détaillé, ce lien étroit qu'entretiennent les peuples africains avec l'au-delà, au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas la question même de la portée du colonialisme? On se rend compte finalement que du côté de l'ex-colon, on n'a pas encore mesuré l'ampleur même de l'acte, puisque là on parle quand même de la souffrance des peuples. C'est pour cela que je parlais des symboles. Donc le premier symbole, c'est tuer. Voilà, c'est ce symbole culturel-là qui consiste à tuer culturellement les Africains. Parce que les Occidentaux savent que les Africains donnent de l'importance à leur culture, à leur anthropologie. Autre élément également, cela symbolise le fait que ces ex-colons-là ne mesurent pas encore l'ampleur du mal qu'ils ont fait aux Africains. C'est-à-dire, cet acte-là montre encore aujourd'hui que si l'occasion leur était donnée, ces pays-là devaient encore refaire la colonisation. Ces pays-là devaient encore, n'est-ce pas, ouvrir la voie à la colonisation. Aujourd'hui, on voit comment les pays africains sont victimes du néocolonialisme. Vous savez que si la colonisation a été officiellement arrêtée, aujourd'hui nous vivons le néocolonialisme, où ces ex-colons-là ont changé de tactique, où ces ex-colons-là n'arrivent toujours pas à concevoir le continent africain comme un continent humain, comme un continent à part entière. Que ce soit dans les pratiques des relations internationales, que ce soit dans les accords commerciaux, etc., il y a toujours cette attitude d'infantilisation, cette attitude de chosification que ces Occidentaux-là pratiquent envers les Africains. Donc aujourd'hui, cet acte-là montre tout simplement que les Occidentaux n'ont jamais regretté la colonisation. Même si on voit souvent certains hommes politiques dire que la colonisation était un crime contre l'humanité. On a vu Macron en Algérie, lorsqu'il était à la conquête du pouvoir, dire que la colonisation était un crime contre l'humanité. Mais il n'en est rien. Et du point de vue volontariste, du point de vue de leur conscience, ils sont conscients que c'est une politique, c'est une attitude normale. C'est une attitude normale. Vous savez, récemment, j'ai vu une vidéo circuler sur la toile où un Français disait et démontrait de manière officielle que la France ne doit rien au continent africain. C'est-à-dire, c'est le continent africain qui doit
au continent européen parce que pendant la colonisation, dit-il, ces blancs-là ont construit des routes, ces blancs-là ont construit des hôpitaux, ces blancs-là ont construit ceci, mais c'est de la foutaise. Vous voyez comment des hommes intellectuels, des hommes politiques, une approche en tout cas de la colonisation qui n'est pas arrivent à concevoir la colonisation comme étant une bonne chose. Donc pour eux, c'est aujourd'hui aux Africains de dire merci aux Occidentaux. Donc nous sommes dans un environnement où les Occidentaux conçoivent les Africains, les Occidentaux perçoivent les Africains comme des choses, comme des animaux. Pour eux, l'humanité est occidentale et qu'au-delà de l'Occident, il n'y a pas cette humanité-là, ou du moins, au-delà de l'Occident, il y a une sorte d'humanité qui ne serait pas l'humanité européenne. Donc moi, je dis aujourd'hui que l'acte posé par le gouvernement belge est un acte regrettable, est un acte qu'il faut condamner avec la dernière énergie. Et c'est un acte qu'il faudrait, n'est-ce pas ici, mettre sur la table de la communauté internationale pour que ces personnes-là puissent répondre de leurs responsabilités. On ne peut pas acquiescer le fait que aujourd'hui, où le continent africain est en train de vouloir sortir la tête de l'eau, aujourd'hui où le continent africain est en train de lutter malgré, n'est-ce pas, ces crimes abominables qu'il a connus dans le passé, on en soit encore à ce genre d'actes, à ce genre de pratiques. Donc c'est condamnable, c'est regrettable. Il faut tout simplement dire que cela montre et démontre que la lutte n'est pas encore terminée. Cela montre et démontre que l'Occident est encore prêt à ressombrer dans la colonisation si l'opportunité lui était donnée. Il appartient donc aujourd'hui aux Africains de ne pas baisser les bras, de comprendre qu'en réalité, le moment est venu de prendre conscience pour savoir qu'en réalité, ces gens-là ne sont pas forcément nos amis. Alors, que répondez-vous à la Chambre des antiquaires qui, via son président, a fait savoir qu'il faut néanmoins que les restes humains s'inscrivent dans le cadre des biens culturels. Donc, selon lui, le geste n'est pas si grave que ça. Les restes humains devraient-ils s'inscrire effectivement dans le cadre de biens culturels? On ne peut pas parler de biens culturels parce que quand on dit biens culturels, on reste dans le sens de la richesse, on reste dans le sens de la matérialité, on reste dans le sens, n'est-ce pas ici, du lucre, c'est-à-dire nous ne sommes pas là. Bien culturel, c'est commercial. Il faudrait qu'on conçoive ces restes-là comme étant de l'héritage, du patrimoine. Là, ça se comprendrait. Mais lorsqu'on parle de biens culturels, ça veut dire que les Occidentaux sont dans la logique du capitalisme, dans la logique de la marchandisation. Nous n'en sommes pas là. Donc, il serait important que il était même souhaitable que ces crânes-là, des ex-victimes de la colonisation, soient rétrocédés aux Africains. Ces crânes appartenaient effectivement à une propriété privée, à des propriétaires privés. Jusque-là, à des propriétaires privés, mais où? En Europe. En Europe. Il serait souhaitable que tout cela soit rapatrié en Afrique pour que l'Afrique au moins fasse son deuil, pour que l'Afrique fasse ses rituels. En tout cas, par rapport à ce que vous dites, je rappelle que l'hôtel de vente dont il est question, l'hôtel de vente de Vendeur Kinder, a non seulement retiré le lot des 3 crânes, mais également l'a racheté en vue de le restituer à la République démocratique du Congo. Alors, est-ce qu'on peut parler effectivement là d'un geste finalement humain? D'un geste humain, mais qui est insuffisant. Aujourd'hui, cela devait se passer de manière officielle. Le gouvernement belge, il n'y a pas seulement le gouvernement belge, il y en a également d'autres pays qui ont, n'est-ce pas ici, orchestré cette colonisation. Ces gouvernements devraient mettre sur pied des politiques officielles qui consisteraient à rapatrier tous ces vestiges des victimes de la colonisation pour le continent africain. C'est-à-dire, c'est la moindre des choses, c'est la moindre des choses qu'on puisse leur demander. Parce que le continent africain aujourd'hui, qui est un continent culturel, qui est un continent
qui donne de l'importance à sa culture, va, n'est-ce pas, ici, prendre ces crânes-là, ces os-là, pour faire des rituels. Parce que vous savez que la force du continent africain aujourd'hui, c'est aussi ce ritualisme, ce spiritualisme, ce que les Occidentaux qualifient généralement de sorcellerie. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment les Africains, n'est-ce pas, ici, agissent dans le monde invisible. Donc pour nous, c'est un acte très important. C'est quelque chose, n'est-ce pas, ici, qui est très important pour l'Afrique. Les les os, les crânes, etc., etc., etc. Et le continent européen est conscient de cela. C'est pour cela qu'il ne veut pas jusqu'ici rapatrier ces ex-là, ces crânes-là, parce qu'ils savent que ce serait donner un pouvoir aux Africains, parce qu'ils savent que ce serait donner une sorte de puissance aux Africains. Donc, moi, je pense que nous sommes là sous le joug de l'hypocrisie, nous sommes là sous le joug de la duplicité, de la rapacité et de la cruauté même des Blancs vis-à-vis des Noirs, qui n'arrivent toujours pas à percevoir, à concevoir les Noirs comme étant des hommes à part entière. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes aussi des hommes comme eux. Et en tant que tels, dans les relations internationales, on doit collaborer en tenant compte n'est-ce pas ici, en prenant en considération toutes ces singularités. Parce qu'en réalité, comme disait Léopold Sédar Senghor, le monde est devenu aujourd'hui un véritable rendez-vous du donner et du recevoir. Et lorsqu'on parle du rendez-vous du donner et du recevoir, il s'agit, n'est-ce pas ici, des singularités. Tu viens avec ta singularité, tu mets sur la table et je viens avec la mienne. Et s'il n'y a plus cette singularité-là, on ne saurait plus parler, on ne saurait parler de rendez-vous du donner et du recevoir parce qu'il n'y aura pas l'inter-échange. Donc pour qu'il y ait cet inter-échange-là, les singularités doivent exister. Les Occidentaux doivent comprendre aujourd'hui que le continent africain est un continent singulier, est un continent particulier, en tant que tel, ils doivent accepter, n'est-ce pas, ce continent ainsi. Ils le respecter, mais à cause de cette singularité, de cette particularité-là. Ils ne doivent pas penser que parce que nous sommes noirs, parce que nous n'avons pas la même couleur de peau, que parce que nous n'avons pas la même culture, forcément, nous sommes des hommes inférieurs. Donc, le continent européen aujourd'hui, avec cet acte que vient de commettre le gouvernement belge, est une goutte d'eau qui vient déborder le vase. C'est-à-dire, le continent européen montre aujourd'hui que la colonisation n'est pas finie, et que la colonisation n'a pas été un mal, que la colonisation a été normale. C'est-à-dire, à travers cet acte-là, ils viennent légitimer, ils viennent montrer que la colonisation était normale. Or, c'était un crime, le crime même le plus abominable. Parce que je dis toujours aujourd'hui que si le continent africain est aujourd'hui économiquement en retard, c'est parce qu'à un certain moment donné, ce continent-là a subi la colonisation atroce de l'Occident, a subi la colonisation sauvage de l'Occident, qui leur a, n'est-ce pas, ici pris ses ressources humaines, ses ressources naturelles, ses matières premières, etc., etc. Lorsqu'on opprime votre peuple, lorsqu'on vous prend votre ressource naturelle, lorsqu'on vous vole votre culture et la remplacer par une autre culture, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous développer? C'est-à-dire, on neutralise même le nœud de développement. On vous enlève l'élément même qui peut vous permettre de vous développer. C'est ce que l'Occident avait fait. Et aujourd'hui, je pense que cet acte-là devrait être, n'est-ce pas ici, l'élément catalyseur pour que la communauté internationale tout entière prenne ce problème-là à corps. Parce que ce n'est pas seulement un problème spécifiquement africain, c'est un problème humain, c'est un problème qui touche à l'humanité. Et il faudrait donc que les peuples et la communauté internationale, tous les pays où qu'ils soient, puissent faire des communiqués, faire des sorties pour condamner avec la dernière énergie ce que le gouvernement belge venait de faire. Alors, je rappelle également à Messango que pour ce qui est des restes humains ou encore des crânes, certains crânes avaient été transportés vers Bruxelles par les militaires
autres colons belges qui les avaient ensuite vendus à des scientifiques qui travaillaient à l'époque sur la craniométrie et le lien entre mensuration et race. Alors, pour l'utilité de la science, est-ce qu'effectivement on peut tolérer que de tels vestiges restent du côté de l'Occident? On ne peut pas évoquer une raison, quelle que soit, pour légitimer, pour justifier, n'est-ce pas, l'utilisation des restes humains à des fins, de recherche, à des fins commerciales, etc., etc. Il n'y a aucune justification qui vaille là-dessus. Lorsqu'on parle des espèces de races, la race à quoi y voir, c'est-à-dire c'est fait à dessein. Lorsqu'on parle de race, ça veut dire que ce continent-là reste, pour des études, ce continent-là reste encore dans la politique, n'est-ce pas, du racisme. Du racisme, c'est-à-dire cette politique-là qui vise à mettre devant l'espèce de race pour montrer qu'en réalité, il existerait des races supérieures, des races inférieures, des races ceci, des races cela. Donc moi je pense que c'est des éléments qui ne tiennent pas. C'est des justifications qui ne tiennent pas dans un contexte où on parle de l'humain. C'est-à-dire, je ne sais même pas si vous mesurez même la portée. Il y a un philosophe, fut-il occidentaux, qui disait que en réalité, l'homme, c'est-à-dire l'homme est une fin en soi. L'homme n'est pas un moyen. L'homme n'est pas un instrument, n'est-ce pas, qu'on devrait utiliser pour aboutir à quelque chose. L'homme est une absoluité. Et en tant qu'absoluité, vous savez que l'homme est une dualité. L'homme a, n'est-ce pas, un corps visible et un corps invisible. Et ces deux types de corps-là se valent. Il n'y a pas un corps qui est supérieur à un autre. Donc, si l'homme est une fin en soi, si l'homme est une absoluité, on doit le respecter tant sur le plan, n'est-ce pas, de son vivant que sur le plan de sa mort. Lorsque l'homme meurt, on devrait le respecter au même titre que l'homme quand il était vivant. Parce qu'en réalité, l'homme est une dualité psychosomatique. On ne divise pas l'homme. Et même dans nos études politiques, il y a ce qu'on appelle la théorie des deux corps du roi. Il y a, n'est-ce pas, le corps visible et le corps invisible. Ce qui montre qu'en réalité, le corps invisible développe également le corps invisible également ici a droit au respect, a droit, n'est-ce pas, ici à la respectabilité des vivants. On ne peut pas dissocier ces deux types de corps. C'est pour cela qu'aujourd'hui, justifier l'utilisation de ces crânes-là par l'argument des recherches scientifiques, pour moi, c'est un argument qui ne tient pas. C'est un argument fallacieux, c'est un argument qui n'a pas lieu d'être parce que nous sommes là face à un problème qui touche l'humanité. Et l'humanité, comme je vous ai dit, c'est une fin en soi, c'est quelque chose qui est au-dessus de toutes les choses et qu'on ne saurait soumettre à des instrumentalisations. Alors, cette polémique ouvre la voie à une autre actualité. J'aimerais qu'on s'y attarde d'ailleurs avec vous, notamment sur ce retour du côté de la République démocratique du Congo, de la dent de Patrice Lumumba. Et finalement, Patrice Lumumba qui avait été inhumé le 30 juin, c'était à Kinshasa, le 30 juin donné, après la restitution par la Belgique 10 jours plus tôt de sa dent. C'est pour cela que je parle aujourd'hui d'un rétropédalage, d'accord, d'un revirement négatif, parce que il y a quelques mois, nous avons assisté au rapatriement de la dent de Patrice Lumumba. Oui. Vous voyez, aujourd'hui, on parle de la dent de Patrice Lumumba. Quelqu'un qui a été assassiné parce qu'il développait des valeurs africaines, du panafricanisme, parce qu'il réclamait la liberté. Les Blancs l'ont atrocement assassiné et l'ont incinéré. Et ils sont partis avec les restes, n'est-ce pas, de Patrice Lumumba. Donc, plusieurs années, n'est-ce pas, après, ils ont décidé de ramener cette dent-là. Et nous avons salué cela. Effectivement, on a salué cela, mais Dr Amel Sango, selon une certaine opinion, le retour de cette dent, la dent de celui qui est considéré aujourd'hui en RDC comme le père de l'indépendance, révélait également l'absence de justice et de réparation
pour ce crime colonial qui, par le retour de la dent, est à moitié avoué. C'est pour cela que je dis qu'aujourd'hui, la politique des excuses ne suffit pas. La politique des excuses, nous sommes déjà fatigués de cela. Ça ne suffit pas. Après, donc, le rapatriement, mais il faut déjà saluer le rapatriement de cette dent-là pour dire que c'était déjà un acte qui montrait qu'en réalité, peut-être que la Belgique, à travers cet acte-là, s'inscrivait déjà dans la voie de la reconnaissance de sa responsabilité. Et vous savez que dans l'assassinat de Patrice Lumumba, et comme Patrice Lumumba, dans l'assassinat de plusieurs autres Africains, de reconnaître sa responsabilité dans le processus de la colonisation tout entière, il faut le dire. Donc, nous, on s'était donc dit qu'à travers, n'est-ce pas, ce rapatriement-là, la Belgique serait en train de reconnaître sa responsabilité. Et vous savez que lorsqu'on parle de la résolution des crises, des conflits internationaux comme des conflits entre États, reconnaître sa responsabilité ne veut pas tout simplement dire qu'il y a impunité, d'accord? Lorsqu'on établit les responsabilités, la justice voudrait que, en réalité, que les responsables, n'est-ce pas, soient punis, que les responsables, n'est-ce pas, ici, payent de leurs crimes, parce que en définitive, c'est un crime contre l'humanité. C'est du mal que ces gens-là ont fait aux Africains. Aujourd'hui, si on rentre par exemple en RDC là et si on rencontre par exemple la famille de Patrice Lumumba, c'est un mal éternel qui est dans leur cœur. C'est-à-dire c'est un mal qui ne pourra jamais finir. Alors la justice donc voudrait quoi? La justice voudrait donc que si on veut vraiment établir les choses, qu'on reconnaisse, qu'on procède à l'établissement des responsabilités pour que ces acteurs-là qui ont été, n'est-ce pas, ici, des turiféraires de cet acte abominable puissent être punis. Mais vous voyez donc que partout, que ce soit sur le plan de la communauté internationale, que ce soit sur le plan des relations même entre les pays africains et ces ex-colons, jamais on ne pose sur la table le problème des sanctions. Jamais on ne pose sur la table le problème de responsabilité. Donc c'est comme si, dans une certaine mesure, la communauté internationale n'est pas sincère. La communauté internationale est hypocrite. La communauté internationale jouerait un double jeu. Mais aussi et surtout, il faut mettre sur la table la responsabilité des pays africains, des gouvernements africains, qui devraient aussi avoir du courage pour que ce problème de sanctions, pour que cet élément de sanction puisse être maintenu, puisse être mis sur la table. C'est hier que je vous parlais ici que la négociation ou alors les relations internationales ne sont pas faites pour des faiblards. Il faut être courageux lorsque tu es dans une relation avec un autre État. Donc, les pays africains aujourd'hui sont dans cette situation-là où eux-mêmes n'exigent pas ces sanctions-là, où eux-mêmes n'arrivent pas à prendre du courage pour dire à ces ex-colons-là de payer. Parce que c'est d'abord eux qui devraient prendre le devant. Même si aujourd'hui, la communauté internationale devait les accompagner. Donc, il y a ce silence, il y a ce mutisme-là qui caractérise les pays africains et qui où on ne voit pas ces pays-là manifester même leur volonté. Et vous devez savoir que lorsque vous avez un problème, c'est d'abord vous qui devez être devant. Avant que quelqu'un d'autre ne vienne vous aider, c'est vous qu'on doit voir devant pour qu'on voit qu'en réalité, ce que vous êtes en train de faire comme combat est un combat légitime, quitte à ce qu'on vous aide ou on ne vous aide pas. Mais vous voyez donc, depuis qu'on parle de ce problème de la colonisation, de ce problème des crânes, de ce problème de monétisation des œuvres d'art, des œuvres d'art, les pays africains ne sont pas devant. Les pays africains ne posent pas le problème. On a le cas du Bénin où le président Patrice Talon, lors d'une visite effectivement à Paris, avait profité de l'occasion pour demander personnellement au président Emmanuel Macron de restituer les trésors culturels du royaume de Dahomey qui étaient détenus dans les musées français. Oui, il avait fait, mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Il y a quand même une dizaine d'œuvres d'art qui le président Emmanuel Macron avait promis le retour au Bénin de ces œuvres d'art, et certains d'ailleurs
ont été restitués à l'État du Bénin? Cela devait se faire totalement. On ne devait pas, n'est-ce pas, faire ça de manière sélective. C'est quelque chose, n'est-ce pas, qui relève du droit des Africains. C'est-à-dire, c'est la richesse des Africains. On ne demande pas, on ne querelle pas, on ne les supplie pas. D'accord? Bon, moi je pose le problème de la responsabilité des États africains pour dire que les États africains eux-mêmes devraient prendre à bras le corps ce problème-là pour exiger ça à ces pays occidentaux dans leurs relations internationales, dans leurs rapports entre les États. Ce devrait être l'une des conditionnalités parce que je vous ai dit aujourd'hui, dans les relations internationales, il y a ce qu'on appelle les avantages comparatifs. Aujourd'hui, l'Europe ne peut ne pas faire avec le continent africain. Mais les Africains ne sont pas conscients de cela. Les Africains pensent que si l'Europe tourne le dos aux Africains, l'Afrique va finir, l'Afrique va chanceler. Non, c'est plus l'Europe qui a besoin de l'Afrique. Et l'Afrique aujourd'hui est ce centre presque incontournable dans les relations internationales. C'est pour cela que vous allez voir la multiplication des différents sommets que ces pays occidentaux organisent avec l'Afrique. Les États-Unis, sommet États-Unis-Afrique, France-Afrique, Japon-Afrique. C'est parce qu'eux-mêmes sont de plus en plus conscients du fait que l'Afrique, c'est l'avenir. C'est l'Afrique, c'est le futur. Et en posant l'acte de la monétarisation des crânes des ex-victimes de la colonisation, les Occidentaux sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont conscients du fait que ces crânes-là constituent un pouvoir pour les Africains et que les monétariser, les vendre, les garder chez eux serait faire du mal aux Africains. Mais il arrive parfois un moment où les Africains eux-mêmes n'arrivent pas à prendre conscience de cette situation-là, n'arrivent pas à comprendre qu'en réalité, si les autres reconnaissent à un certain moment donné que nous sommes forts, mais c'est une force parfois qui n'est pas reconnue par l'Afrique elle-même. Donc c'est ça qui cause également le retard de l'Afrique, le mal de l'Afrique dans les relations internationales. Il faudrait que l'Afrique commence à poser des vrais problèmes sur la scène internationale. On n'y va pas pour gesticuler, on n'y va pas pour faire du plaisir à qui que ce soit. On va dans les relations internationales, c'est pour chercher ce qui est important pour votre pays. Parce qu'un pays, fût-il puissant, ne peut pas tout avoir. Les États-Unis aujourd'hui sont la première puissance économique mondiale, etc. Mais elle ne peut pas dire que parce qu'elle est la première puissance économique et culturelle, etc., qu'elle ferme ses frontières et qu'elle vive en autarcie. Ils ne peuvent pas vivre en autarcie parce qu'en réalité, il y aura toujours quelque chose qui va leur manquer et que cette chose-là se trouve ailleurs. Donc, moi, je pense que l'Afrique doit davantage intérioriser cette réalité-là pour comprendre que nous avons tout pour exiger notre intérêt à ces Occidentaux-là. Donc aujourd'hui, moi je dis tout simplement que le gouvernement belge vient de faire un rétropédalage très négatif dans ses rapports avec la RDC, dans ses rapports avec le continent africain, qu'on peut dire que ce pays-là reste encore centré jusqu'au boutiste, reste encore prête à ouvrir la voie de la colonisation si l'opportunité lui était donnée. Il faudrait donc que l'Afrique ne leur donne plus cette opportunité, que l'Afrique ferme cette barrière, que l'Afrique, n'est-ce pas, ici, mette fin à ce processus, n'est-ce pas, qui leur a longtemps fait du mal. Parce qu'aujourd'hui, nous avons ce que nous appelons le néocolonialisme. Oui. C'est également une forme de colonisation. Tout ça doit finir. Les relations internationales doivent être des relations, n'est-ce pas, égalitaires, où chaque État souverain vient, n'est-ce pas, ici collaborer avec les autres États souverains dans l'optique de retirer ce qui lui permettrait de développer son État et sa nation. Alors, on va reparler de ce sujet avec vous, Amel Sango, mais permettez-nous d'accueillir sur ce plateau Vanel Thiam, qui a souhaité nous en dire plus sur la deuxième édition du Pan African Award, un événement inédit qui se déroule au Cameroun et qui a pour vocation donc de remercier ou encore... Voilà, de remercier, on peut le dire ainsi, ces personnes qui œuvrent pour valoriser la culture africaine, pour valoriser l'image du continent africain, pour mettre en avant les biens du continent africain. On l'accueille après cette brève transition.
bonjour Banel Tiam. Bonjour, bonjour à vous sur le plateau et bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent. Alors, vous avez souhaité nous en dire plus sur la deuxième édition du Pan African Award. Alors, on sait que en prélude de cet événement, il y a d'abord une semaine panafricaine qui se tient en ce moment même dans le cadre de ce Pan African Award. Alors, un mot sur cette semaine. Oui, la semaine panafricaine a débuté le 10 décembre dernier et elle compte s'achever le 16 décembre. Nous avons au programme une foire d'exposition. Nous avons des conférences très intéressantes et très palpitantes qui se tiennent toutes du côté de la maison du parti de Bonanjo. Nous sommes dans un combat que les gens n'apprécient pas. Nous combattons pour la libération de l'Afrique. Nous combattons pour la renaissance africaine. Et ce que nous faisons depuis le 16 décembre à Bonanjo constitue les actions que les panafricanistes doivent opposer pour que désormais on ne parle plus et qu'on agisse. Voilà, c'est pour ça que nous avons des séries de conférences très intéressantes et cette exposition-là. Nous annonçons d'ailleurs jeudi, le 15, un mini-concert avec des artistes locaux. Effectivement, avant de revenir dans les détails sur les différentes articulations de cette semaine panafricaine, dites-nous déjà pourquoi est-ce que vous parlez de renaissance de l'Afrique? Nous parlons de renaissance de l'Afrique parce que nous avons constaté, déjà avec les prédécesseurs, qu'il était question que les Africains reprennent la lettre de noblesse. Nous avons longtemps été anéantis, nous avons longtemps été abasourdis, même par les médias. C'est pour ça que je félicite d'ailleurs l'initiative de For You Media qui se donne de raviver la flamme africaine à travers ces programmes. Donc vous avez l'impression que l'identité africaine se meurt aujourd'hui? L'identité africaine se meurt. Il est temps que les Africains récupèrent ce qui leur est de droit, ce qui leur est dû. Et ça ne passe que par des actes comme cela. C'est pour ça qu'on a dit Pan African Awards. Et maintenant, il faudra récompenser, parce qu'on ne peut pas tous les récompenser. Les activistes sont tellement nombreux, éparpillés dans le monde que on ne peut que leur dire merci. Et quand on dit merci, ça passe par un petit geste. Et ce petit geste, on espère que d'autres s'associeront à nous pour réévaluer ensemble cette gratitude qu'on leur présente en fait. Voilà, alors vous essayez de nous présenter les différentes articulations de cette semaine panafricaine qui a d'ailleurs déjà débuté. Vous avez parlé du quartier Bonanjo à Douala. Alors détaillez un peu quelles sont les particularités effectivement de cette semaine. Ok, les particularités de cette semaine sont la foire d'exposition qui a débuté le 16 décembre dernier. On a une série de conférences, donc 3 conférences par jour. Il y a une conférence à 10h, une autre à 12h30 et une dernière à 15h. Ensuite, donc, on a commencé samedi, dimanche, lundi, hier, mardi, aujourd'hui. On pourra aborder les thématiques telles que la Renaissance africaine, gage de restauration de l'ordre mondial originel contre le capitalisme à outrance. Et pour nous parler de ce thème, on aura par exemple Djewuti Bouda et M. Simondé. On aura aussi ajouté M. Esso Ngome et M. Maximin Emania qui nous vient de la diaspora, qui est venu mêler sa patte à la nôtre pour que notre combat soit effectif. Et quand vous parlez de ces conférences, elles seront animées par des panafricains, uniquement africains, ou il y a d'autres nationalités qui sont associées? Il y a d'autres nationalités qui seront associées et la grosse surprise de notre... Pas la grosse surprise, là, on l'avait déjà annoncé, on prévoit la réception ou alors l'accueil de Madame Nathalie Yamb qui sera là d'ici demain pour nous étayer davantage sur ses projets ou alors pour l'Afrique et
sur notre projet commun, la libération africaine. Alors, cette foire d'exposition, qui fait également partie des articulations de cette semaine culturelle, elle consiste en quoi? Qu'est-ce qu'on expose là-bas? On expose la culture africaine. En commençant par, on a réparti les exposants en catégories. Donc, on a le secteur mode, avec des créateurs de mode locaux. On a le secteur gastronomie. On a le secteur éditorial avec des maisons d'édition telles que Emma Book, avec la présence même de la maison d'édition de Prince Koumando B3, oui, l'édition Afrique à venir. On a des exposants agroalimentaires, les GIC Santé, les GIC Afro-Trali. On a plein d'exposants qui viennent de partout du Cameroun, de la ville de Douala. On a même des exposants antillais qui sont là, qui nous sont venus nous présenter leur mode à eux, leur culture à eux. Donc c'est très intéressant de partir à la maison du parti de Bonanjo, faire un tour. Et je pense que vous ne serez pas déçus, non seulement de l'accueil qui a été réservé par l'association African Revival, mais aussi de la sympathie et du côté chaleureux de nos exposants. Alors, on parle encore de cette semaine panafricaine, parce que c'est comme ça que vous la décriviez. Vous disiez tantôt qu'elle a commencé le 10, nous sommes le 13, aujourd'hui cela fait 3 jours déjà. Alors, comment l'événement se présente? Est-ce que les gens sont intéressés? Comment est-ce que l'événement se présente? Dans l'ensemble, l'événement se présente bien. Et comme dans toute foire qui est à sa nouvelle édition, on se dit le public n'est pas encore conscient. Mais on a espoir que ces derniers jours seront meilleurs. Les stands sont bien mis en place. On a il y a une petite timidité au niveau de la population qui hésite. Il y a des gens qui viennent, ils s'arrêtent à l'entrée. Dès qu'ils entendent panafricanisme, conférence, oh non, je pensais que c'était un concert. Donc, c'est aussi ça, hein, la conscience. Mais la conscience des Africains. Parce qu'on ne peut pas mener un combat pour vous et vous-même, vous ne vous intéressez pas. Vous parlez aussi de concert, il y a l'aspect musical aussi qui a été mis en avant. Oui, l'aspect musical intervient principalement le 15, le 15 de cette semaine. Voilà, avant la soirée de gala. Donc, on aura d'abord un concert le 15 de cette semaine avec des artistes tels que Crotal. Des artistes engagés? Des artistes engagés qui sont toujours restés engagés avec, dans le combat. Et même avec la ligne de musique, ils ont toujours fait des trucs. Véhiculer des messages. Véhiculer des messages et rester dans le socle africain. Oui, on aura donc Crotal, l'Idole. Ce sont des artistes qui ont été triés au volet. Au volet, oui. Et qui se sont même proposés. Proposés pour l'événement. Pour prester. Voilà. Alors, parlez-nous de cette soirée de gala, qui sera d'ailleurs l'apothéose de cet événement. Oui. La soirée de gala se tiendra à la place Saint-David de Bonanjo, le 16 décembre. Le 16 décembre, à partir de 20h à la place Saint-David de Bonanjo, nous aurons le plaisir de procéder à la remise des awards comme première clôture, parce que pour clôturer cette semaine panafricaine, c'est plutôt le 17 qu'on va le faire. Mais la première clôture, c'est le 16 avec les remises des awards. Oui. Et ces awards, ils sont été, c'est par catégorie, on imagine. Oui, les awards sont... nous en dire un peu plus sur les catégories qui seront primées, qui seront mises en avant. Oui, les catégories qui seront mises en avant. Vous savez, l'année dernière, déjà, on avait procédé par un vote via une plateforme. Et puis, on s'est rendu compte qu'on n'était pas dans un élan de compétitivité. On était dans un élan de reconnaissance. Donc, cette année, on a suivi les activistes à travers les actions menées, à travers
les boucans subis et comment dire, la pression des Occidentaux qui ne veulent pas nous laisser tranquilles. Donc, on a fait ce petit tableau et dire que bon, voilà, nous estimons, et avec l'avis de plusieurs autres personnes, que telle personne mérite d'être telle personne, avoir tel award. Donc, nous aurons l'activiste homme de l'année, activiste femme de l'année, homme politique de l'année, parce qu'on associe les hommes politiques qui restent dans le carcan africain, ceux qui luttent pour le peuple et non pour leurs intérêts. Oui. On aura l'artiste musicien africain de l'année. Oui. On a même pensé à la personnalité publique de l'année. Le web influenceur de l'année. Tout ça, ce sont des gens, qui restent dans la ligne éditoriale, l'Afrique d'abord et le m'as-tu vu, ou alors les bling bling après. Le buzz après. Le buzz après. Voilà. Alors, on nous parle d'une cérémonie d'hommage à Kalala Umutunde de regretter mémoire. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette cérémonie? Oui, je me fais un plaisir de vous dire que cette cérémonie d'hommage est la toute première cérémonie organisée à l'honneur de Kalala Umutunde depuis son décès, son tragique décès le 14 novembre dernier, le 14 novembre dernier. Mais excusez-moi. On a décidé de faire cette cérémonie d'hommage, donc après les festivités, la soirée des awards, de faire cette cérémonie d'hommage parce qu'il devait être encore plus glorifié s'il avait même encore eu une année de vie, on peut dire. Si on lui ajoutait même seulement les 2 semaines depuis le 5 décembre qu'il devait être avec nous ici à Douala. Il était censé être là. Il était censé être là déjà depuis le 5 décembre. Et donc, s'il avait encore eu 2 semaines, je pense qu'il aurait fait en 2 semaines ce qu'il lui restait à faire durant sa vie. Mais bon, nous allons avoir des témoignages. Des témoignages des gens qui l'ont connu. Témoignages par exemple de son premier éditeur, Monsieur Mezepo. Témoignages de la communauté antillaise qui va venir prendre part à l'événement. Oui, qui vient prendre part à l'événement. Je vous ai dit qu'ils ont un stand déjà du côté de la maison du parti de Bonanjo. Ils seront là, ils seront présents. Nous aurons aussi l'opportunité et dès que possible, vous aurez plus amples informations sur la disponibilité de sa veuve pour cet hommage. Alors, en tout cas, voilà ce qu'on peut retenir de cette 12e édition du Pan African Awards. Merci à vous, Valentia, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et je vais dire un dernier mot avant de quitter. Je vais dire, comme vous sur le plateau, nous sommes à l'heure de l'action. Le panafricanisme ne doit plus rester une science de débat. Nous devons la concrétiser. Et c'est en la concrétisant que nous posons des actions telles que les Pan African Awards pour que l'image de la nouvelle identité africaine reste gravée afin que les nouvelles générations en bénéficient davantage. Il est temps de quitter du joug de la colonisation médiatique, de la mode et de tout ce qui va avec et de se réapproprier notre culture. Et à travers cette réappropriation, je pense que nous pourrons faire au Cameroun et dans toute l'Afrique ce qui a été entamé au Mali et en Guinée. Je vous remercie. Voilà, c'était donc Valentia, mais elle était sur ce plateau pour nous parler de cet événement inédit qui aura lieu du côté de Douala au Cameroun, 12e édition du Pan African Award, un événement durant lequel des figures marquantes du panafricanisme, des acteurs du panafricanisme, des écrivains, des musiciens, des hommes de la culture qui travaillent à valoriser l'image du continent seront primés pour leur engagement dans la lutte.
On va retrouver Ahmed Sango juste après cette petite transition. Alors, Ahmed Sango, avant de rentrer encore dans le vif du sujet qui nous intéresse ce mardi matin, à savoir cette vente ignoble de 3 crânes humains issus de la colonisation, un petit mot sur cet événement Pan-African Award. Oui, c'est Pan-African Award aujourd'hui, c'est une initiative salvatrice, c'est une initiative qui vient montrer qu'en réalité, le panafricanisme ne doit pas seulement être un vain bavardage. Le panafricanisme ne doit pas seulement être cette chanson médiatique où on vient chanter ici chaque jour, on vient dénoncer, on vient toujours imputer la responsabilité des Blancs alors que les Africains eux-mêmes en ont la leur. Donc, moi, je pense que les Pan-African Awards aujourd'hui s'inscrivent dans cette action qui vise à démontrer qu'en réalité, le panafricanisme n'est pas extérieur au monde. D'accord? Le panafricanisme est intimement lié aux actions concrètes parce que en réalité, l'initiative panafricaniste n'est pas indétachable des préoccupations pratiques. Pour que l'initiative, qui est de plus en plus une philosophie, une idéologie, puisse se réaliser, il faudrait que cette idéologie-là soit adossée sur des actions concrètes et pratiques. Et je pense que les Pan-African Awards aujourd'hui s'inscrivent dans cette logique-là. C'est quelque chose qui consiste à sensibiliser, à conscientiser. Vous avez vu tout à l'heure avec la communicatrice qui nous disait que il y a une série de conférences mais ce n'est pas dommage effectivement que les Africains ne s'intéressent pas effectivement à ce côté-là, puisqu'elle parlait du public qui peine à accéder à des salles de conférences. Voilà. C'est le regret que nous pouvons avoir, c'est le regret qui nous anime tous lorsque nous voyons que une telle action devrait réunir, devrait attirer les foules, parce qu'en réalité c'est de là-bas, c'est là-bas que se joue l'avenir de l'Afrique. Parce que le mal des Africains aujourd'hui, c'est parce que certains Africains ne sont pas conscients des enjeux qui les animent, même du combat même qui jalonne même le continent africain. Or, Pan-African Awards est une occasion pour mettre au centre ces enjeux-là, pour que ces personnes qui n'ont pas souvent l'opportunité d'entrer en connaissance de ces genres d'enjeux puissent en connaître. Donc, c'est l'occasion pour moi, puisque vous m'avez donné la parole là-dessus, d'interpeller tous les Africains, les uns et les autres, où qu'ils soient, pour se rendre, n'est-ce pas, du côté des Bonanjo, parce qu'en réalité, ça finit samedi, on a encore presque 3 jours, et je pense que le meilleur reste à venir. Donc, tous les Africains devraient gagner et à se rendre, n'est-ce pas, de ce côté-là, parce que c'est là-bas que se joue l'avenir de l'Afrique. Donc, pour le reste, je dirais tout simplement que il faudrait que les gens sachent, les Africains sachent que le panafricanisme n'est pas une abstraction. Le panafricanisme est une action. Et cette action-là doit se matérialiser tous les jours, où que nous sommes. Donc, chacun à son niveau devrait poser des actions concrètes pour que le panafricanisme, qui est de plus en plus une philosophie, une idéologie, puisse se réaliser un jour. Alors, puisqu'on parle de cette vente de crânes humains, ces 3 crânes, on le rappelle, ont été restitués à la République démocratique du Congo, ce qui nous a permis d'ouvrir une brèche sur effectivement le retour de la dent en or de Patrice Lumumba. Une cérémonie des funérailles nationales avait été organisée. De nombreuses personnalités ont d'ailleurs pris part à cette cérémonie, ces funérailles nationales organisées par le président Tshisekedi. On avait la présence du président congolais Denis Sassou Nguesso. Alors, dans son discours ou encore dans son oraison funèbre, le président Tshisekedi avait certes remercié les autorités belges pour avoir contribué au rétablissement de la vérité sur le triple assassinat. Mais il avait ajouté cette phrase: c'est seulement après avoir dit la vérité, après avoir établi les responsabilités des uns et des autres, que nous pourrons
ensemble, Congolais et Belges, entamé l'étape déterminante du pardon, de la justice et de la réconciliation véritable et définitive. Alors, ce sont là des paroles fortes qui, effectivement, viennent montrer la nécessité pour les Européens ou encore ces acteurs de la colonisation, pourquoi pas, de présenter pas seulement des excuses, mais de rétablir également la vérité sur certains crimes qui aujourd'hui révèlent encore le secret d'État. Oui. Le président Tshisekedi est dans son rôle et il a parlé du pardon. Les Africains ne sont pas contre le pardon. Les Africains ne sont pas contre les résolutions à l'amiable des conflits. Mais j'aurais également souhaité que le président Tshisekedi parle, n'est-ce pas, de la sanction. Ah oui. Parce que ça n'a pas été une bonne chose. C'est quelque chose qui a été volontairement orchestré. C'est-à-dire, les Occidentaux, à un moment donné, se sont assis et ont pensé cette politique de la colonisation. Ce n'est pas quelque chose qui est sorti de nulle part. Parce que généralement, il peut arriver que tu me fasses du mal de manière involontaire. Là, tu demandes pardon, ça passe. Je te pardonne. Mais quand je vois que tu t'es préparé pour venir me faire du mal, à partir de ce moment-là, lorsque la vérité est établie, il faudrait d'abord que tu sois sanctionné sur l'acte que tu as commis, pour que maintenant, à mon tour, je vois si je peux te donner mon pardon. C'est comme ça. Voilà la méthodologie classique des résolutions des conflits internationaux. Le dialogue, la réconciliation ne veut pas dire table rase des responsabilités et des sanctions. Donc le président Tshisekedi, c'est pour cela que je disais aujourd'hui que nos présidents africains ont parfois du mal, ont parfois, n'est-ce pas, un problème de méthodologie, de méthode en ce qui concerne la définition des problématiques qu'ils devraient mettre sur la table dans leur relation avec les pays occidentaux. Donc, moi, je pense que on ne peut pas, n'est-ce pas, résoudre ce problème de la colonisation avec le simple pardon. Il faudrait d'abord que les pays occidentaux qui ont, n'est-ce pas, été des acteurs de la colonisation puissent être sanctionnés, du moins que ce soit, même si c'est sur le plan symbolique. Il faudrait que la communauté internationale, n'est-ce pas, ici, sanctionne ces pays-là pour que maintenant les pays africains, n'est-ce pas, leur octroient leur pardon. Et effectivement, en parlant de la sanction, puisqu'on s'intéresse à ce retour aussi au bercail de la dame de Patrice Lumumba qui avait permis à la République démocratique du Congo de finalement lui faire un deuil digne de son nom. Alors, pour ce qui est donc du volet judiciaire que vous évoquiez, la famille de Lumumba avait déposé plainte en Belgique pour crimes de guerre, torture et traitement dégradant à la suite donc du retour de cette dent. Cette démarche-là, selon vous, elle est salutaire? Oui, c'est des démarches. Déjà, il faut déjà saluer le courage de cette famille-là, d'accord, de poser cette plainte-là. Mais moi, j'ai dit, aller poser la plainte du côté de la Belgique, c'est avoir peu de chance pour que cette plainte-là prospère. La famille de Lumumba pouvait, par exemple, saisir les Nations Unies. Ce n'est même pas une question de la simple famille de Lumumba, parce que ça, c'est une question d'État. D'accord? Ce n'est même pas la famille Lumumba, la famille nucléaire de Lumumba qui devait prendre le devant de cette question-là. C'est le gouvernement congolais qui devait prendre le devant. Et vous savez que pour saisir... Puisqu'on parle là quand même d'une personnalité publique, un ancien premier ministre. Donc, c'est quelque chose qui n'appartient plus à la simple famille nucléaire de Lumumba. C'est une question d'État. Et en tant que tel, le gouvernement congolais devrait, n'est-ce pas, ici prendre les devants. Parce que pour saisir les Nations Unies aujourd'hui, une personnalité, un individu, un tutti personne comme vous et moi, n'a pas le droit, la compétence de saisir les Nations Unies. Pour saisir les Nations Unies aujourd'hui, il faudrait que ce soit l'État. Donc, le Congo, le gouvernement congolais aujourd'hui de la RDC, devrait monter un dossier pour aller déposer cette plainte-là du côté des Nations Unies. Même si nous savons que du point de vue du fonctionnement et de la configuration de cette instance supranationale, il y aura peu de chances que cela prospère. Il y a eu peu de chances puisque la commission d'enquête avait conclu à une simple responsabilité morale de la Belgique. Effectivement, que cela prospère. Mais du point de vue symbolique, cela va quand même montrer que le gouvernement congolais est, n'est-ce pas, déterminé à établir la vérité et les sanctions. On a vu
le gouvernement malien, apporté par Assimi Goïta, allait déposer la plainte sur le financement du terrorisme. Nous avons vu comment cette plainte-là a été coffrée. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas ouvert les enquêtes là-dessus. Donc moi, je dis que du moins à notre niveau, en tant qu'Africains, on devrait poser des actes. Et vous savez qu'en sciences politiques, comme dans les relations internationales, les actes également parlent beaucoup. Parce que lorsque le gouvernement malien, par exemple, avait décidé d'aller déposer la plainte du côté des Nations Unies, ce n'était pas forcément parce qu'on devrait ouvrir les dossiers. Le gouvernement malien ne s'attendait pas forcément à ce qu'on ouvre le dossier. Mais cela symbolise le courage. Le gouvernement malien voulait montrer le courage, d'accord, d'aller mettre aux yeux du monde un dossier qui inculpe un État puissant qu'est la France. Mais comment comprendre, Dr Sango, quand en matière de réparation, effectivement, il y a peu de voix qui réclament plus, puisqu'on parle du cas de Patrice Lumumba. On te rappelle, avant que sa dépouille ne rejoigne la République démocratique du Congo, le Premier ministre belge avait déclaré, je cite, « Cette responsabilité morale du gouvernement belge, nous l'avons reconnue. Je le répète à nouveau, en ce jour officiel d'adieu de la Belgique à Patrice Lumumba, je souhaiterais ici, en présence de sa famille, réitérer les excuses du gouvernement belge pour la manière dont il a pesé à l'époque sur la décision de mettre fin au jour du Premier ministre. » Effectivement. C'est pour cela que je vous ai parlé ici de rétropédalage, parce que le gouvernement belge a montré ses intentions dès le départ. En reconnaissant sa responsabilité morale. Donc on se serait attendu que dans les jours à venir, qu'on ne soit pas en train de monétiser. Puisque le crime a été, le rôle joué par la Belgique a quand même été reconnu à demi-mot. Alors à la suite de ces aveux, vous aurez souhaité que du côté du gouvernement congolais, que l'on porte plainte ou encore que l'on demande que des sanctions soient imposées à la Belgique. Soient imposées à la Belgique, par exemple, pour que cela reste objectif et normal. Moi je pensais qu'en reconnaissant cette responsabilité morale, moi j'étais de ceux qui pensaient que le gouvernement belge a dorénavant ouvert la voie pour la résolution de ce dossier historique, colonial. Mais aujourd'hui, avec la monétisation des crânes de ces ex-victimes de la colonisation belge aujourd'hui, on voit tout simplement que ce gouvernement belge n'était pas sincère. Cela montre aujourd'hui que même ce pardon qu'il avait demandé, que le Premier ministre belge a demandé en amont dans les jours passés, c'était un pardon qui n'était pas sincère. C'est un pardon qui frisait l'hypocrisie. Parce que si c'était un pardon sincère, on ne serait pas aujourd'hui en train d'analyser ce problème de la monétarisation, de la monétisation des crânes qui vient de se passer du côté de la Belgique. C'est comme une sorte, n'est-ce pas, de piqûre. On vient encore mettre le couteau dans une plaie qui était jusque-là béante. Donc, moi je dis que aujourd'hui, il y a ce problème de sincérité, il y a ce problème de cruauté, de rapacité de ces États qui les caractérisent. Donc les pays africains aujourd'hui doivent de plus en plus être conscients pour savoir que le problème reste d'abord sur eux, parce qu'il faudrait qu'eux-mêmes montrent leur volonté de pouvoir mettre fin, à vouloir mettre fin à ce processus de domination éternelle et sempiternelle qui est en train de se construire. Parce que les Occidentaux restent déterminés. Vous allez par exemple voir avec cet acte que le gouvernement belge vient de faire là, quel est le gouvernement occidental? Quel est le pays européen qui a fait une sortie, ne serait-ce que pour condamner ce que le gouvernement belge venait de faire? Aucun. Parce qu'en réalité, il y a une sorte de solidarité européenne, il y a une sorte de solidarité, n'est-ce pas, impérialiste entre ces acteurs du Nord. Donc, il est important aujourd'hui que si cette solidarité, n'est-ce pas, ici, existe du côté du Nord et se matérialise chaque jour, il faudra aussi que, en respectant le parallélisme de forme, que du côté des Africains, que cette solidarité soit également démise. On aurait par exemple souhaité qu'à travers cet acte-là, que l'Union africaine, par exemple, et les autres États africains font des sorties pour dénoncer, pour condamner avec la dernière énergie ce qui est en train de se faire. Mais nous n'en sommes pas là, nous sommes plutôt concentrés à nos problèmes particuliers, personnels.
on pense que le problème de la RDC, c'est un problème qui concerne la RDC. Or, c'est un problème qui concerne toute l'Afrique parce qu'en réalité, c'est le continent africain tout entier qui avait été victime de la colonisation, excepté peut-être l'Éthiopie dans une moindre mesure et le Libéria. Donc, aujourd'hui, il y a ce problème, il y a cette crise de solidarité africaine. Les Africains ne sont pas solidaires jusqu'ici. Or, dans un contexte marqué par l'impérialisme, par la domination, dans un contexte marqué par l'exploitation où les pays veulent de plus en plus dominer les autres, il est important de procéder par groupement, de procéder, n'est-ce pas, ici par bloc. Je vais vous dire, il y a un cours que j'enseigne à l'université qu'on appelle les grands enjeux de la mondialisation et les régions et régionalisme. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte marqué par la mondialisation. La mondialisation, c'est quoi? C'est un processus qui vise à unifier le monde, à rendre le monde un village planétaire, et à estomper les barrières, les frontières. Mais vous allez vous rendre compte que plus la mondialisation, n'est-ce pas, ici, se positionne, plus les régionalismes poussent. Vous voyez? Parce que les gens ont compris que pour faire face à la mondialisation, il ne faut pas aller de manière isolée. Il faut aller en bloc. Et vous allez voir l'Union européenne, vous allez voir les États de l'Amérique latine, vous allez voir les États. Tous procèdent de manière groupée parce qu'ils savent que s'ils partent de manière isolée, ils seront phagocytés dans ce processus de la mondialisation qui n'a pas que les avantages, mais aussi et surtout beaucoup d'inconvénients. Donc, les Africains devraient savoir qu'aujourd'hui, l'heure est à ce régionalisme-là, à ce regroupement-là. Ils ne doivent plus parler de manière isolée. Ils ne doivent plus parler de manière personnelle. Un problème comme celui de la colonisation devrait, n'est-ce pas ici, mutualiser le continent. Et un problème comme la restitution, par exemple, d'œuvres d'art, comme le cas du Bénin, qui voilà, a quand même pu recevoir une partie, on parle d'une dizaine voilà, d'œuvres d'art qui ont été restituées par la France. Alors vous aurez souhaité que ce ne soit pas des actions isolées menées par chaque État, mais que les pays africains forment des collectifs et que les demandes soient groupées ou collectives. C'est le discours que je suis en train de tenir ici et c'est une esquisse de solution que je suis en train de proposer au continent africain. Il faudrait que cela ne se fasse pas de manière isolée, cela ne se limite pas seulement sous le seul cadre bilatéral entre l'État colon ou l'État ex-colon et le pays. Non, il faudrait que cela soit porté, effectivement, il faudrait que cela soit porté par l'Union africaine, même si de plus en plus nous critiquons cette Union africaine qui n'a pas de plus en plus de souveraineté, mais il faudrait que, ne serait-ce que sur le plan symbolique, que cela soit porté par l'Union africaine. Parce que symboliquement, du moins aujourd'hui, l'Union africaine symbolise l'unité de l'Afrique. Parce que lorsqu'on parle de l'Union africaine aujourd'hui, on voit les 54 États africains. Et en tant que tel, lorsqu'un dossier est porté par cette institution-là, ne serait-ce que sur le plan symbolique, cela montre au moins que le continent reste uni. Donc, lorsque les pays procèdent de manière personnelle, de manière isolée, cela ne peut pas avoir l'ampleur, la portée que s'ils procédaient de manière unie. Donc, moi, ce que je dénonce aujourd'hui, c'est que les autres pays africains sont restés jusqu'ici calmes. C'est-à-dire c'était comme si c'est quelque chose qui concernait seulement la RDC, c'est quelque chose qui concernait... Je souhaitais que l'Union africaine fasse une sortie, que les chefs d'État africains fassent chacun une sortie pour dénoncer ce que le gouvernement belge venait de faire. D'accord? Même si l'Union africaine devait faire une sortie, il faudrait que chaque pays à son niveau fasse un communiqué et fasse une sortie pour dire que ce que le gouvernement belge vient de faire est de trop. Parce qu'en réalité, ça ne peut plus être possible au 21e siècle. Donc, dans les jours à venir, nous disons tout simplement que, puisque nous venons de parler, nous venons de recevoir sur la table cette communicatrice des Pan African Awards, n'est-ce pas, une action qui vise à montrer que le panafricanisme doit reposer sur des actions concrètes. C'est dans ce sens-là que je voudrais, n'est-ce pas, m'inscrire pour dire que dans les jours à venir, il faudrait que nos chefs d'État
nos chefs d'État ne dorment pas sur leur logis. Il faudrait que nos chefs d'État posent des actions concrètes qui visent la libération de l'Afrique. Il ne faudrait pas qu'on travaille uniquement pour faire la publicité de notre personne, pour mettre notre personne devant, pour mettre notre famille devant, pour nous enrichir, pour faire ceci ou cela. Mais il faudrait que chaque fois que nous posons un acte, que nous nous rassurions que cet acte-là participe à la construction du continent africain. Parce que l'ère est venue où chaque Africain devrait apporter du sien pour la construction de cet édifice continental. Parce que personne seul, les personnes isolées, une personne seule ne peut pas le faire. C'est un combat que chacun doit faire à son niveau. Et je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, les Occidentaux ont en quelque sorte réussi leur bataille de domination sur l'Afrique. Et cela serait, n'est-ce pas, ici, est parti pour plusieurs années si le combat n'est pas fait du côté des Africains. Vous savez qu'aujourd'hui, dans nos familles, dans nos villages, etc., nous avons des comportements qui frisent beaucoup plus les comportements occidentaux. Nous ne mangeons plus africains, par exemple. Nous ne mangeons plus africains. Aujourd'hui, quand on voit quelqu'un manger du riz avec de la cuillère, on se moque de la personne pour dire que en fait, le riz se mange avec la fourchette. C'est des comportements, des mentalités coloniales que nous développons chaque jour dans nos maisons et qui ne participent pas à la libération de l'Afrique. D'accord? Aujourd'hui, on doit mettre sur pied des comportements africains. Et chacun à son niveau devrait revertir son être, son identité. Parce qu'on ne se développe pas avec l'identité d'une autre personne. On ne se développe pas avec la culture d'une autre personne. Mais les Africains ont honte de leur identité, Michel. Les Africains ont honte de leur culture. Aujourd'hui, pour qu'un Africain te dise qu'il mange bien, c'est lorsqu'il y a sur sa table les poulets, la sauce tomate, les friandises, le fromage, etc., le jus importé, etc. Là, l'Africain va te dire qu'il mange bien. Lorsque tu pars dans une maison où tu vois quelqu'un manger, par exemple, les fruits du manioc pilé avec les tubercules, on va, n'est-ce pas ici, vite faire de classer celui-là dans la catégorie des personnes pauvres. Vous voyez? Donc, cette mentalité-là ne permet pas que nous sortions du joug de la colonisation. C'est pour cela que j'ai dit que à l'intérieur de nos familles, dans nos maisons, dans nos villages, nous avons les impérialistes, nous avons des colonisateurs. La colonisation se trouve dans nos maisons, dans nos marmites, dans nos façons de penser, d'agir et de sentir. Et pour que le panafricanisme se déploie, pour que le panafricanisme se réalise un jour, il serait donc important que tout part de là, le déclic part de là, pour que chaque personne à son niveau prenne conscience du fait qu'il n'est pas un blanc, prenne du fait qu'il est africain et qu'en tant que tel, il doit se conformer aux exigences de sa culture africaine. C'est un plaisir de dire à une autre personne que je suis africain. On ne doit plus avoir ce complexe lorsqu'on est devant un blanc. Lorsque le blanc vient devant toi, il va te parler de sa civilisation. Il faudrait que sans complexe, toi également, tu lui parles de ta civilisation, tu lui parles de tes traditions et de tes cultures. C'est ainsi que le monde fonctionnera. Donc, à partir du moment où on va penser que le développement consiste à embrasser la culture des autres, nous sommes mal partis, comme disait René Dumont concernant l'Afrique. L'Afrique est mal partie, en tout cas. Merci à cette ouverture, en fait, ou encore ce clin d'œil à René Dumont. Voilà, son fameux livre « L'Afrique est mal partie » qui parle effectivement de la suite des indépendances qui devait s'avérer plutôt catastrophique et non comme le colon l'avait présenté. Alors, les téléspectateurs, vous êtes nombreux à nous suivre ce matin sur nos différentes plateformes d'information en ligne, Facebook ou encore YouTube. Merci d'ailleurs pour tous vos commentaires. Merci pour les analyses également d'Armel Sango sur ce plateau. On rappelle la thématique pour ceux peut-être qui viennent de nous suivre. On s'intéresse à cette vente dans notre genre qui a eu lieu du côté de la Belgique, précisément de Bruxelles, où les restes humains coloniaux ont fait l'objet d'une vente aux enchères. Il s'agit en effet des crânes issus donc de la lutte coloniale. Alors sur ce plateau, on parle de ce scandale qui fait débat car plusieurs personnes ont réagi
à la suite de cet événement sur les réseaux sociaux, des réactions qui ont poussé le musée ou encore la chambre qui était responsable de la vente, voilà, d'acheter elle-même ses propres crânes considérés comme des objets d'art et de les restituer à la République démocratique du Congo. Alors, Ahmed Sango, selon vous, c'est déjà un geste honorable, mais il faut encore bien plus afin que de pareilles actions n'aient plus lieu, afin que le message passe et que tout cela qui, du côté de l'Occident, viendrait à être tenté par une idée pareille, voilà, ne fasse plus ce genre, ne commettent plus en fait ce genre d'action. Effectivement, c'est un acte important qui constitue un premier pas, parce que vous savez que chez nous en Afrique, lorsque vous perdez un être cher, lorsque vous perdez une personne, il y a ce qu'on appelle les funérailles. Il y a ce qu'on appelle les funérailles, cette cérémonie-là qui consiste à accompagner, n'est-ce pas, votre personne à sa dernière demeure de manière digne et de garder ce lien étroit, moral entre le vivant et le mort qui est en train de partir. Donc je pense que sous ce prisme-là, la rétrocession de la dent de Lumumba a permis au Congo de faire le deuil de manière digne de Patrice Lumumba. Parce qu'à l'époque, lorsqu'on l'avait assassiné, il n'avait pas été donné aux Congolais l'occasion d'organiser ces funérailles-là. Donc aujourd'hui, avec la rétrocession de cette dent-là, ça a permis au Congo du moins de rester en phase avec sa tradition et avec sa culture. Et de faire le deuil de cette illustre personnalité. Maintenant, nous disons que cela ne suffit pas, puisque nous sommes dans les rapports entre les États. Et cela ne suffit pas. Il faudrait qu'après, il était donc souhaitable qu'après cette rétrocession, la reconnaissance de la vérité et de la responsabilité morale, comme l'a fait le Premier ministre belge récemment, qu'on s'achemine vers l'établissement des sanctions à l'effet de réparer. Parce qu'en réalité, on ne saurait même parler de réparation, parce que la réparation ne consistera pas à ramener en vie le président Lumumba et toutes les autres personnes qui ont été victimes qui avaient été tuées de la colonisation. Mais du moins, sur le plan symbolique, cela va quand même permettre aux victimes de garder une sorte de morale. Parce que là, lorsque le Premier ministre belge parlait de la responsabilité morale, c'est de ça qu'il est question. Pour que cette morale des victimes, des familles restantes, des Africains reste au moins équilibrée, il serait souhaitable que les actes de réparation soient faits, du moins symboliquement. Cela est très important. Et la communauté internationale, les pays africains et les ex-pays colonisateurs devraient être conscients de cela. Ils devraient savoir que s'ils veulent aujourd'hui être en phase, réparer le crime contre l'humanité qu'ils ont fait aux Africains, qu'ils passent par cette procédure-là. Mais on ne doit plus être aujourd'hui en train de monétariser les crânes des victimes, en train de vendre les squelettes de ces victimes-là. Ce n'est plus des actions qui honorent l'Afrique, qui facilitent la réconciliation et la réparation. C'est plutôt des actions qui viennent encore réveiller, d'accord, la colère aux le couteau dans la plaie, comme on dit souvent. Voilà, aux Africains. Donc, nous ne sommes pas ici pour appeler, n'est-ce pas, ici à la vengeance. L'Afrique, c'est un continent hospitalier, c'est un continent qui est fondé sur des valeurs, sur des valeurs fondamentales. Nous sommes toujours disposés du point de vue de notre culture à demander pardon, à accueillir les autres. Nous voulons tout simplement que les choses soient faites de manière normale, pour que ce mal qui nous a été fait par l'Occident puisse du moins connaître une certaine tempérance, une certaine modération. Parce que la vraie vérité, la vraie justice consisterait à faire revenir en vie ces personnes-là qui nous ont été exploitées. Ces personnes-là qui sont allées mourir sous le champ de bataille pour les Africains, pour les Occidentaux. Ces gens-là qui sont allés construire les pays des autres. Aujourd'hui, nous sommes en retard économiquement. C'est parce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu la ressource humaine, c'est parce qu'à un certain moment donné, on nous a aliéné cette ressource humaine, on nous a spolié cette ressource humaine pour aller construire les pays des autres. Donc, les Occidentaux sont conscients, ils savent ce qu'ils doivent faire pour que les choses redeviennent
à la normale. En tout cas, merci Amel Sangou d'avoir une fois de plus répondu présent à cette invitation. C'est presque un devoir pour moi. Vous savez que partout où il y a un combat panafricain, je reste toujours présent. Et je m'apprête également à me rendre du côté des Pan-African Awards, du côté de Bonanjo, où je dois également assister et à ce combat, à cette lutte panafricaine. Parce que je dis toujours que c'est à travers ce genre d'action, à travers ce genre d'espace que le continent va se libérer un jour du joug du colonisateur. Merci à vous également, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis depuis le début. Merci à l'équipe technique qui nous accompagne depuis ce matin. On vous quitte au plaisir de vous retrouver demain pour notre édition de votre matinale For You Matin.